Tout le monde connaît l'histoire de la pomme tombant sur la tête de Newton et sa découverte soudaine de la gravité. Même s'il y a une exagération dans cette histoire, mais le récit est soutenu par des preuves qui montrent que Newton était effectivement assis dans le jardin de sa mère et il a observé une pomme tomber vers le sol, ce qui l'a incité à élaborer sa théorie de la gravitation universelle. En 1687, et en s'inspirant des travaux des scientifiques précédents tels que Kepler et Galilée, Newton a présenté ses trois lois du mouvement, la première, la deuxième et la troisième loi de Newton, ainsi que sa théorie de la gravitation universelle dans son livre Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Ce livre constitue, sans doute, en physique, le travail le plus important jamais effectué par un homme seul. Comment l'application de la deuxième loi de Newton à une planète en orbite, combinée à sa loi de la gravitation universelle, confirme-t-elle l'accord avec les observations de Galilée sur les corps en chute libre et la deuxième loi de Kepler? Donc, pour répondre à cette question, tout d'abord, on va commencer par discuter les travaux de ces trois scientifiques. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton à une planète en orbite et la loi de la gravitation universelle afin de montrer quantitativement cet accord. Galilée, qui est un physicien et astronome italien, a démontré que la vitesse des corps en chute libre est indépendante de leur masse. Donc d'après Galilée, en l'absence de frottement, tous les corps en chute libre tombent à la même vitesse. Et ceci était en contradiction avec l'hypothèse proposée par Aristote. Donc d'après Aristote, les corps lourds tombent plus rapidement vers le sol. En 1601, l'astronome danois Tycho Brahe meurt à Prague en laissant tous ses papiers à son assistant, le jeune astronome allemand Johannes Kepler, qui a publié ces trois lois empiriques connues sous le nom de trois lois de Kepler. La première loi de Kepler affirme que toutes les planètes décrivent autour du Soleil une trajectoire en forme d'une ellipse, c'est-à-dire une trajectoire elliptique, dont le Soleil occupe l'un de ses foyers, comme on peut le voir ici dans la figure. La deuxième loi de Kepler affirme que le segment reliant le centre d'une planète au centre du Soleil balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Ceci signifie que la vitesse d'une planète dépend de sa distance par rapport au Soleil. Si la distance augmente, la vitesse diminue et vice-versa, c'est-à-dire si la distance diminue, sa vitesse va augmenter. La troisième loi de Kepler, également appelée loi des aires, affirme que le quotient du carré de la période de révolution d'une planète par le cube de la longueur du demi-grand axe de l'orbite égale à une constante pour toutes les planètes du système solaire. Donc on peut écrire cette loi sous forme d'une relation grand T au carré sur petit a au cube égale à une constante. Grand T, c'est la période de révolution de la planète, c'est-à-dire c'est la durée occupée par cette planète pour accomplir un tour complet autour du Soleil. Et petit a, c'est la longueur du demi-grand axe de l'ellipse. Newton a adopté la première loi de Kepler et il a considéré que la cause de cette trajectoire est une force spécifique qu'il a appelée force gravitationnelle, et cette force, d'après Newton, doit être centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre du Soleil. Newton a pu démontrer mathématiquement que l'intensité de cette force est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare le Soleil de la planète. Donc on peut écrire l'intensité de cette force qui sera notée grand F SP, c'est-à-dire exercée par le Soleil sur une planète, égale à grand G fois grand M fois petit m sur D au carré. Grand G, c'est une constante qui s'appelle constante gravitationnelle. Grand M, c'est la masse du Soleil. Petit m, c'est la masse de la planète. Et petit d, c'est la distance qui les sépare. Donc cette expression nous montre bien que l'intensité de la force gravitationnelle est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux. La deuxième loi de Newton affirme que la somme vectorielle des forces extérieures agissant sur un système est égale au produit de sa masse par son vecteur accélération. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton à une planète en orbite autour du Soleil en modélisant la planète par un point matériel et en travaillant dans l'approximation des mouvements circulaires. Donc, on va supposer que la planète est en mouvement circulaire autour du Soleil. Donc, le système étudié, c'est la planète. On travaille dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, car on étudie le mouvement d'une planète autour du Soleil. Et les forces extérieures agissant sur la planète, il y a une seule force qui est la force gravitationnelle
exercée par le Soleil sur la planète. Donc on va noter cette force, le vecteur Fs sur P, c'est-à-dire Soleil sur la planète. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on peut écrire la somme des forces extérieures est égale à petit m fois A, petit m étant la masse de la planète et A son vecteur accélération. Donc le vecteur F SP est égal à petit m fois A. En remplaçant le vecteur FSP par son écriture vectorielle, donc on obtient grand G fois grand M fois petit m sur D au carré fois le vecteur unitaire UN égale à petit m fois A. Le vecteur unitaire UN, c'est un vecteur qui est radial et centripète, donc il a la même direction et le même sens que le vecteur FSP, que la force exercée par le Soleil sur la planète. En simplifiant M des deux côtés de l'équation, on obtient grand G fois grand M sur D au carré fois le vecteur unitaire UN est égal au vecteur accélération petit a. Or, on sait que dans la base de Freinet, l'accélération possède deux composantes. Elle a une composante qui s'appelle l'accélération tangentielle et qui est portée par la tangente, c'est-à-dire par le vecteur unitaire UT qui est tangent à la trajectoire. Et elle a une autre composante qui s'appelle accélération normale et qui est portée par la normale, c'est-à-dire par un axe qui est normal à la trajectoire et dirigé vers le centre du cercle. Ici, d'après le résultat, on a eu que le vecteur A est porté par le vecteur unitaire UN. Donc on peut déduire qu'il n'y a pas une accélération tangentielle, il y a seulement une accélération normale. Alors le vecteur A, il est égal au vecteur AN qui est donné par V au carré sur D fois le vecteur unitaire UN. V, c'est la vitesse de la planète et D, c'est la distance entre la planète et le centre du Soleil. En remplaçant A par V au carré sur DUN dans l'équation, on obtient grand G fois grand M sur D au carré fois le vecteur unitaire UN est égal à V au carré sur D fois le vecteur unitaire UN. En simplifiant le vecteur unitaire UN et D des deux côtés de l'équation, il nous reste grand G fois grand M sur D est égal à V au carré, par suite V égale racine de grand G fois M sur D. Cette expression nous montre que la vitesse de la planète dépend de sa distance par rapport au Soleil. Donc d'après cette expression, on peut dire que si la distance augmente, la vitesse diminue, et si la distance diminue, la vitesse augmente, ce qui est bien en accord avec la deuxième loi de Kepler. Cette expression nous montre aussi que la vitesse de la planète est indépendante de sa masse. Donc il n'y a pas petit m dans l'expression de la vitesse, c'est-à-dire quelle que soit la masse de la planète, sa vitesse reste constante à condition que la distance entre elle et le Soleil ne change pas. Et ceci est bien en accord avec les observations de Galilée. Pour aller plus loin, on va appliquer la deuxième loi de Newton à un corps ou bien à un solide de masse petit m et qui est en chute libre à la surface de la Terre en négligeant la résistance de l'air. Donc le système étudié dans ce cas, c'est le solide de masse petit m et il est soumis à la seule action de son poids qui est noté vecteur P égale m fois vecteur petit g qui est le vecteur pesanteur. Par application de la deuxième loi de Newton, on peut écrire somme des forces extérieures égale à petit m fois le vecteur A. Donc mg égale à m fois A. En simplifiant m des deux côtés de l'équation, on obtient A égale à g. Le vecteur A égale au vecteur g qui est un vecteur constant. Donc ceci signifie que l'accélération du mobile ou bien de ce solide lors de sa chute est égale à un vecteur constant, c'est-à-dire l'accélération ne varie pas au cours du temps, elle est indépendante de sa masse, c'est-à-dire quelle que soit la masse de ce solide, la variation de sa vitesse est la même, ce qui est bien en accord ou bien ce qui montre quantitativement les observations de Galilée. Donc cette exploration des liens entre les lois de Newton, les observations de Galilée et les lois de Kepler révèle une convergence remarquable dans notre compréhension du mouvement planétaire et la chute des objets. En réunissant les idées de Galilée et de Kepler, Newton a créé un cadre théorique très puissant qui a révolutionné la physique et qui a jeté la base de la mécanique classique. Merci pour votre écoute.